Bonjour à toutes et à tous. Dans les deux premières vidéos sur l'engagement actif, je vous ai parlé de l'importance de prendre conscience de ce que je sais et de ce que je ne sais pas. Et je vous ai également, dans la vidéo suivante, parlé d'un outil que j'affectionne particulièrement et qui s'appelle le rétroviseur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais poursuivre et terminer la trilogie sur l'engagement actif. Tu te crois dans le Seigneur des Anneaux, toi, avec ta trilogie, hein? Bien mieux que ça, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qui a été menée par Henry Rediger et ses collaborateurs en 2006. Henry Rediger est un psychologue, chercheur américain qui a fait une étude sur la mémorisation. 3 groupes d'étudiants ont travaillé pendant plusieurs séquences, pendant 8 séquences de travail. Le premier groupe a travaillé sur 8 séquences de révision. Le deuxième groupe a alterné les séquences de révision avec quelques séquences de tests de contrôle des acquisitions. Et le troisième groupe d'étudiants a alterné systématiquement une fois sur deux une séquence de révision et une séquence de tests de contrôle des acquisitions. En fait, tu es en train de nous dire que le troisième groupe, il a révisé 2 fois moins. Eh bien oui, il a travaillé 2 fois moins, parce qu'il a alterné systématiquement un temps de révision avec un temps où il testait ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo, l'importance de prendre conscience de ce que je sais et de ce que je ne sais pas. Et alors, tu vas nous faire croire peut-être que c'est le troisième groupe, celui qui en a fait le moins, qui a mieux réussi en termes de mémorisation? Et bien sûr que c'est le troisième groupe qui a eu la meilleure rétention d'informations, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, il est plus important de savoir, de prendre conscience de ce que je sais et de ce que je ne sais pas, que de réviser en permanence, que de travailler en permanence. Ça, c'est une première chose. Ça commence sérieusement à m'intéresser ton histoire. Travailler 2 fois moins pour mieux mémoriser, c'est vachement cool ça. Et oui, réviser 2 fois moins pour mémoriser 2 fois plus. Parce qu'il vaut mieux réviser moins et passer un peu plus de temps à se tester, à vérifier ce que je sais ou ce que je ne sais pas. De cette manière, je vais porter plus d'attention aux choses que je ne sais pas. Et du coup, je vais me concentrer et je vais m'intéresser aux choses qui ne sont pas encore acquises et que j'ai besoin d'acquérir. Ah oui, tu veux dire que si je dois préparer une dictée, par exemple, eh bien, il n'est pas utile que je porte mon attention sur toute la dictée, sur tout le texte, sur tous les mots. Mais il est préférable que je porte mon attention sur ce que je ne sais pas, les mots que je ne connais pas, que je ne sais pas orthographier, ou les accords qui sont un peu plus difficiles. Ah, intéressant ça comme technique. Tu vois, c'est la même chose pour une leçon par exemple, ou pour du vocabulaire. Si je dois apprendre une définition, c'est également la même chose. Il faut prendre d'abord le temps de porter ton regard sur ce qui est facile. Et de cette manière, tu vas pouvoir le laisser de côté rapidement et focaliser ton attention sur ce que tu ne sais pas. Je vais te donner une technique toute simple. Oui, enfin c'est simple, tu dis toujours ça, mais bon, quand même, faut bosser quoi. Toute simple. J'appelle cette technique la technique de la cible. La technique de la cible. En fait, tu te prends pour Robin des Bois, toi. Et cette technique, elle vient directement de cet éclairage justement sur l'engagement actif. Si tu dois apprendre un mot de vocabulaire, des mots de vocabulaire, je vais prendre le mot descendre. C'est un exemple qui me vient comme ça. Descendre, il y a plusieurs difficultés. Mais dans le mot descendre, il y a des choses que tu sais écrire. Eh bien, tu vas rapidement observer ce que tu sais déjà écrire, ce qui est facile dans ce mot-là, et ensuite, tu vas porter ton regard sur le S et le C, par exemple, qu'on n'entend pas vraiment, le S et on n'entend pas ces 2 lettres-là. Tu vas aussi pouvoir porter ton attention sur le fait que le son AN s'écrit EN et non pas AN. Selon ton niveau, tu vas aussi faire attention au fait que le mot finit par un E muet, un E qu'on n'entend pas, mais qu'on écrit bien. Oui, enfin, avec moi, technique de la cible ou pas, il y a du boulot, parce que des choses que je ne sais pas, il y en a un paquet. Hein. Avec cette compréhension de l'engagement actif, toutes les notions vont être abordées d'une nouvelle manière. Par exemple, le prof envoie à ses élèves du travail pour découvrir la notion des équations. Moi, je sais pas trop ce que c'est que ce truc avec les équations, mais ça a l'air pas mal. Les élèves n'ont jamais travaillé dessus. Ils reçoivent ça sur leur cahier de texte en ligne. Et pour
tous les élèves, normalement, c'est une notion inconnue. Mais pour travailler les équations, qui est une notion nouvelle, qui est une notion inconnue, eh bien les élèves ont besoin de savoir faire du calcul littéral, d'avoir compris les nombres relatifs. Cette notion est nouvelle, et pourtant, pour réussir à la comprendre, pour réussir à travailler sur les équations, il faut déjà avoir un bagage. D'où l'importance de savoir ce que je sais et de savoir ce que je ne sais pas. Prenons un autre exemple. Le prof envoie comme travail aux élèves des exercices et puis une leçon sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Oh bah non, pas le participe passé. Cette notion peut être nouvelle pour les élèves. Et pourtant, pour réussir à comprendre cette notion et à accorder correctement le participe passé avec l'auxiliaire être, il faut déjà être à l'aise avec l'identification du sujet dans la phrase. Oh bah ça, c'est facile. Tu vois donc que quand tu prends le temps de te rendre compte de ce que tu sais déjà et de ce que tu ne sais pas, alors tu vas, d'une part, avoir beaucoup plus de facilité à porter ton attention sur l'essentiel, et du coup, deuxième avantage, tu vas être plus motivé. C'est ce qui est arrivé au troisième groupe d'étudiants qui ont alterné systématiquement un temps de révision, un temps de test. C'est qu'à chaque test, ils se rendaient compte que il y avait tel point. Bon, c'était ok, ils étaient à l'aise avec. Mais par contre, il y avait quelques autres points, ils n'étaient pas ok. Ils n'avaient pas bien mémorisé, pas bien compris, pas bien retenu. Et ils allaient du coup pouvoir concentrer leur attention sur ces notions-là. J'encourage donc les parents et les enseignants aussi qui envoient du travail à prendre le temps de définir ce qu'il faut savoir pour entrer dans une notion ou ce qui est déjà su, ce qui a déjà été acquis, ce qui a déjà été travaillé pour pouvoir entrer dans une nouvelle notion. De cette manière, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va pouvoir prendre confiance. C'est tout simplement ce qu'on appelle cette fameuse zone proximale de développement qui a été inventée par Vygotsky. À tes souhaits, Vygotsky, tu parles toujours pas bien français, toi. Hein. En fait, cette zone proximale de développement, c'est tout simplement une zone où je ne suis ni trop en terrain inconnu, ni trop en terrain connu. L'équilibre entre le connu et l'inconnu. C'est ça la clé de l'apprentissage. Ah ben voilà, tu t'es enfin décidé à parler français. Je préfère. Donc définir ce que l'enfant sait déjà ou ce qu'il faut savoir pour entrer dans une nouvelle notion va lui permettre d'être en confiance, ou alors va permettre d'identifier une notion qui n'est pas acquise, ce qu'on appelle traditionnellement une lacune, mais en fait c'est tout simplement une notion qui n'est pas acquise et qui a besoin d'être acquise avant de rentrer dans cette notion. Et ça va donc éviter de plonger l'enfant dans une notion qu'il ne peut pas intégrer, qu'il ne peut pas comprendre, parce qu'il lui manque certaines bases. Et j'aimerais faire passer ce message aux parents. Ce temps de confinement, où l'école à la maison est imposée, c'est l'occasion de revenir sur ces notions qui ne sont pas encore intégrées, qui ne sont pas acquises par votre enfant, avant de le faire rentrer dans des notions plus complexes. Et oui, parce que évidemment, en classe, l'enseignant n'a pas le temps de s'occuper des difficultés, des notions non acquises par les 25 ou 30 élèves qu'il a. Il n'a pas le temps, on a beau parler de pédagogie différenciée, il ne faut pas rêver, ce n'est pas possible de revenir sur chaque notion pas acquise. Il est vrai que les profs continuent d'envoyer leurs cours. Le programme avance. Et votre enfant peut avoir l'impression d'être submergé parce que ça va vite, mine de rien. Et il a peut-être aussi des lacunes, c'est-à-dire simplement des notions qui n'ont pas été acquises, ce qui fait qu'il ne peut pas rentrer facilement dans de nouvelles notions. Il n'est pas dans cette posture d'équilibre au niveau de sa zone proximale de développement. Ce temps d'école à la maison, c'est l'occasion pour votre enfant, pour vos enfants, de revenir sur ces notions qu'il n'a pas acquises, de les retravailler différemment avec d'autres supports. Et là, c'est toute la richesse d'Internet aussi, des manuels que vous pouvez avoir à disposition, qui vont l'aider pour intégrer ces notions d'une autre manière, avec d'autres explications, avec d'autres schémas, avec d'autres apports. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, vous êtes des pros de la métacognition, de l'engagement actif. Vous avez des outils pour aider vos enfants
à rentrer davantage et plus facilement dans les apprentissages. Je vous souhaite de belles expérimentations dans votre maison avec vos enfants. N'hésitez pas également à liker cette vidéo en cliquant sur le pouce vers le haut et puis à vous abonner si vous voulez recevoir toutes les vidéos au fur et à mesure de leur publication. A bientôt pour une prochaine vidéo.